idea of the film and you realize during the shooting that the director thinks about something else. And Au sein du tumulte incessant et étourdissant qui définit le monde du show business en France, un univers où la renommée se quantifie fréquemment au gré des éclats médiatiques. Certains non-dits résonnent avec une force bien plus considérable et poignante que les acclamations des admirateurs en extase. Nous vous souhaitons la bienvenue sur Icônes silencieuses, le refuge où nous nous donnons le temps de décrypter les trajectoires fracassées et les secrets profondément dissimulés de nos plus grandes figures nationales. Dans cet épisode, nous allons délicatement soulever le voile de velours pour explorer l'intimité meurtrie d'une personnalité qui a transformé la réserve en une véritable forme d'art. À l'âge de 77 ans, au moment où la majorité des icônes de sa génération s'effaçaient tranquillement pour sombrer dans l'anonymat, Nathalie Baye a pris une décision absolument stupéfiante. Elle a choisi de rompre le pacte de silence qu'elle s'était imposé des décennies auparavant, afin de dévoiler une réalité à la fois brutale et indispensable concernant l'individu qui a laissé une marque indélébile dans son existence. Le regretté Johnny Hallyday. Durant près de 50 ans, la nation française, tout entière a contemplé avec une admiration fascinée cette icône de la distinction intellectuelle. Cette comédienne cérébrale, récompensée par 4 Césars, qui paraissait en totale opposition avec l'idole du rock'n'roll et ses frasques mémorables, l'interrogation a longtemps persisté. Quelle alchimie mystérieuse avait pu rapprocher la quiétude de l'eau et l'ardeur du feu? Et de quelle manière cette femme d'apparence si délicate était parvenue à tenir bon au sein de l'arène impitoyable que constituait le clan Hallyday? Cependant, au moment où l'icône de la jeunesse a poussé son ultime soupir, engendrant dans son sillage un désordre familial monumental et des dispositions testamentaires déshéritant ses propres enfants, Nathalie Baye a compris que sa responsabilité de mère et de protectrice de la vérité lui commandait de briser son silence habituel. Elle n'est pas intervenue pour exiger des biens matériels ou de l'argent, sa propre fierté étant inestimable. Mais elle a pris la parole dans le but de préserver la mémoire d'un père que certains s'efforcèrent de dépeindre comme un personnage insensible et cruel. Avec un timbre chargé d'émotion mais une résolution de fer, elle a formellement désigné les authentiques responsables de ce drame post-mortem, accusant explicitement ces figures mal intentionnées qu'elle nomme les loups, ceux qui ont su tirer avantage de la vulnérabilité d'un homme diminué par la maladie pour l'isoler de ses attaches les plus profondes. Néanmoins, pour appréhender la pleine dimension de cette révélation tardive, il est insuffisant de se contenter d'entendre le ressentiment actuel. Il est absolument essentiel de voyager dans le passé, de remonter le fil du temps pour revenir à l'origine de tout, entre les murs de cette demeure où une passion dévorante coexistait avec une tendance à l'anéantissement personnel. Que s'est-il véritablement produit à huis clos durant leur idylle pour que Nathalie, bien que profondément éprise, en vienne à poser le geste le plus douloureux de son existence, prendre la fuite, sa fille dans les bras, pour se soustraire à l'emprise de l'homme qu'elle aspirait pourtant à secourir? La clé de ce mystère se cache dans les méandres d'un récit que l'on pensait parfaitement connaître, mais dont la vérité effroyable nous avait échappé jusqu'à présent. Afin de saisir l'étendue du drame qui se profilait, il est indispensable de se plonger au préalable dans l'éclat éblouissant de leurs premiers moments de félicité. Début des années 80. Nathalie Baye et Johnny Hallyday représentaient bien davantage qu'un banal couple de célébrités. Ensemble, ils symbolisaient l'alliance sacrée et tout à fait inattendue de 2 facettes de la France qui, jusqu'à ce jour, ne se côtoyaient pas, celle de la sphère intellectuelle de la rive gauche et celle de la ferveur populaire des grands stades. Quand leurs chemins se sont rencontrés sur le plateau d'une émission télévisée en 1982, absolument personne n'aurait misé le moindre sou sur la durée de leur histoire, tellement leurs mondes respectifs paraissaient aux antipodes l'un de l'autre. Nathalie incarnait la disciple exigeante de Truffaut, une femme qui vénérait la quiétude et la richesse du verbe, alors que Johnny était cette bête de scène légendaire, consumée par ses admirateurs, menant une existence nocturne dans un maelstrom de démesure. Et pourtant, c'est justement au cœur de ce fossé abyssal que la flamme a pris naissance. Parce que Nathalie a su percevoir ce que nul autre ne distinguait, la détresse infinie d'un jeune garçon égaré sous le déguisement d'un
Titan. Animée d'une tendresse persévérante, elle s'est alors donnée pour mission de sauver l'individu qui se cachait derrière, la star, en l'extirpant de manière presque physique des pièges de la vie nocturne parisienne pour le conduire vers un havre de paix insoupçonné. Au Boverkosomp, plus profond de la Creuse. C'est en ce lieu, dans une bâtisse de granit sobre localisée à Vallières, à des lieux du faste et des adulateurs, que le duo a partagé ce qui peut être considéré comme sa période la plus heureuse, pour la toute première fois de son existence. Johnny Hallyday a fait l'expérience de la saveur enivrante d'une vie ordinaire. Les résidents de la commune se remémorent toujours avec une certaine tendresse ces tableaux presque irréels où l'on pouvait observer le monstre sacré du rock, manœuvrer une brouette dans son potager ou savourer un dîner frugal près de la cheminée. Entièrement libérée de ses apparats de spectacle, Nathalie avait accompli un véritable prodige. Elle avait permis à Jean-Philippe Smay de s'affirmer en tant qu'individu, loin de l'ombre écrasante de Johnny Hallyday. Et au cours de ces quelques années de grâce, l'artiste a paru trouver une forme de sérénité, comme si la seule présence bienveillante de la comédienne parvenait à museler les tourments qui le poursuivaient, depuis sa plus tendre enfance. Cette transformation profonde et personnelle a par ailleurs eu des répercussions absolument spectaculaires dans leur parcours artistique, attestant que leur amour était une véritable source d'inspiration mutuelle. Nathalie a su user de son prestige pour introduire son conjoint dans l'univers du cinéma d'auteur, en persuadant le grand Jean-Luc Godard de lui confier un rôle dans son film Détective. Cette opportunité a offert à Johnny une reconnaissance critique qu'il n'avait jusqu'alors jamais obtenue. Toutefois, l'apogée émotionnel de cette période fut indéniablement la naissance de leur fille, Laura, en 1983. Cet heureux événement a donné naissance à l'une des plus poignantes ballades du patrimoine musical français, composée par Jean-Jacques Goldman, où Johnny exprime avec une sincérité désarmante des paroles qui, aujourd'hui, résonnent de manière presque prophétique. « Laura, il y a tant d'hommes que je ne suis pas. » À travers cet enregistrement légendaire, on perçoit un père qui jure de préserver son enfant de ses propres démons, un homme guidé par la clairvoyance de Nathalie. Tout paraissait alors solide comme un roc, comme si la sérénité de Nathalie était parvenue à apprivoiser pour de bon la rage de vivre du rocker. Néanmoins, ce que cette image parfaite ne révélait pas, c'est que le calme de la campagne, salutaire pour l'un, devenait une source d'angoisse pour l'autre, et que le venin de l'ennui commençait insidieusement à s'immiscer dans les failles de ce bonheur trop idyllique pour être authentique. Malheureusement, le mirage de cette existence bucolique ne pouvait pas éternellement faire face aux dures réalités du monde du spectacle. En effet, le silence ressourçant de la campagne, qui avait initialement séduit Johnny, s'est mué peu à peu en un vide absolument intolérable pour lui. L'icône des grands concerts avait un besoin vital, de l'effervescence de la foule et du tumulte, de la vie nocturne pour se sentir pleinement vivant. Nathalie a alors observé, avec une impuissance croissante, les vieux démons de son compagnon refaire surface un par un, transformant leur havre de paix en une magnifique prison. Ce n'était absolument pas une absence d'amour qui creusait l'abîme entre eux, mais bien l'incapacité fondamentale de Johnny à exister sans les démesures qui forgèrent sa propre mythologie. Rapidement, leur demeure, qui devait être un sanctuaire pour leur petite Laura, a vu le retour des fantômes que Nathalie s'était évertuée à éloigner, et la robustesse des murs en pierre n'a pas été suffisante pour contenir la tourmente. Les courtisans, les amis opportunistes et ceux que Nathalie appellera bien plus tard, avec une lucidité amère les loups, ont recommencé à rôder autour du chanteur, flairant la fragilité de la bête. Ils percevaient Nathalie non comme une alliée, mais plutôt comme un obstacle, une gardienne trop stricte qui les tenait à l'écart de leur précieuse source de gloire et de revenus. Nathalie Baye s'est alors sentie dans un isolement terrible, menant une lutte contre un système complet qui tirait profit des faiblesses de son homme. Elle n'était plus simplement une partenaire aimante ou une mère attentionnée. Elle a dû assumer le rôle éreintant de gardienne du temple, s'efforçant sans relâche de filtrer les appels au milieu de la nuit et de défendre leur sphère privée contre des prédateurs qui ne considéraient Johnny que comme une inépuisable machine à sous. L'ambiance était devenue suffocante, chargée d'une tension palpable, où chaque sonnerie de téléphone pouvait
présageait un nouveau dérapage. L'épreuve la plus déchirante fut certainement le tournage du film détective, où la frontière entre la réalité et la fiction s'est estompée de la plus cruelle des manières. Sur le plateau de Jean-Luc Godard, Nathalie ne devait pas seulement se montrer à la hauteur de son rôle d'actrice face à un cinéaste notoirement exigeant, mais elle devait aussi soutenir, sans relâche, un Johnny paralysé par l'insécurité, angoissé à l'idée de ne pas être à la hauteur de ce cinéma d'auteur. Elle se devait d'être sa mentor, sa plus proche confidente et son rempart, absorbant ses angoisses tout en dissimulant les siennes. Le soir, une fois les projecteurs éteints, elle retrouvait un homme que les substances illicites coupaient, chaque jour un peu plus du monde réel. Elle a compris avec une immense douleur, au gré de ces nuits sans sommeil, que l'amour, même le plus intense et le plus sincère, ne peut pas toujours suffire à sauver une personne qui, inconsciemment, ne souhaite pas l'être. Nathalie pressentait que l'équilibre fragile qu'elle avait bâti pour mettre sa fille à l'abri menaçait de s'écrouler à tout moment, tel un fragile château de cartes. Elle aimait éperdument l'homme sensible et réservé qu'était Jean-Philippe Smet, mais elle était en train d'être entièrement consumée par la légende incontrôlable et sacrée qu'était devenue Johnny Hallyday. C'est dans cette atmosphère de solitude absolue, pourtant entourée de monde, que la décision la plus ardue de son existence a commencé à prendre forme dans son esprit, la séparation, qui est finalement survenue en 1986, n'a pas été un simple divorce. Deux stars dont la presse à scandale fait ses choux gras, mais une véritable fracture intime qui a laissé des marques indélébiles dans l'âme des deux amants. Nathalie a pris la décision de partir, non par manque d'amour, car ce sentiment était toujours bien présent, vibrant et poignant, mais parce qu'elle se devait de protéger sa fille Laura de l'instabilité permanente qui s'était installée dans leur foyer. Ce fut un acte de préservation maternelle, une échappatoire, indispensable pour fuir la spirale destructrice qui avait consumé leur vie, laissant derrière elle les décombres d'un rêve. Johnny se retrouvait anéanti, confronté à son immense solitude. Le rocker a d'ailleurs admis des années après avoir acquis une demeure à proximité immédiate de celle de Nathalie, avec pour seul objectif d'entrevoir de loin la clarté de leurs fenêtres, ce qui illustrait que leur connexion profonde n'avait en réalité jamais été dissoute. Durant 3 décennies, ils ont cultivé une tendresse discrète et mutuellement respectueuse, à l'abri des projecteurs, démontrant que leur relation avait dépassé le stade de la simple passion pour se muer en une amitié inaltérable. Cependant, le véritable cataclysme, celui qui allait ébranler les fondations de leur histoire et entacher ce souvenir précieux, a surgi bien des années plus tard, en ce mois funèbre de décembre 2017, lorsque l'icône de « La France a exhalé son dernier soupir », à peine les sanglots de l'hommage national s'étaient-ils tus et les gerbes de fleurs sur la sépulture de Saint-Barthélemy venaient-elles d'être déposées, qu'une secousse sismique a ébranlé le clan, rompant le deuil sacré pour ouvrir la voie à une lutte intestine d'une brutalité sans précédent. La divulgation du testament californien de Johnny a provoqué une véritable déflagration morale, car celui-ci dépossédait intégralement ses 2 premiers-nés, Laura et David, au seul bénéfice de sa dernière compagne, pour Nathalie Bey, voir sa fille unique non seulement privée de son père, mais également symboliquement reniée par lui, fut une blessure plus profonde que toutes les trahisons antérieures. Il ne s'agissait nullement d'une affaire de finances ou de patrimoine. Laura et David ayant chacun leur propre réussite professionnelle, c'était bien plus une question de légitimité et d'amour filial qui était ouvertement méprisée. Ce document juridique, glacial et sans appel, déclarait à la face du monde que ces enfants aînés n'avaient nié plus aucune importance, comme si l'on cherchait à gommer tout un pan de l'existence de Johnny, comme si son idylle passionnée avec Nathalie n'avait été qu'une illusion. Le public français, stupéfait, observait ce drame affligeant où la sphère privée d'une famille était exposée au grand jour, et où la mémoire de l'artiste paraissait profanée par des querelles judiciaires et des règlements de comptes amers. Nathalie a assisté, impuissante, à l'effondrement de sa fille devant cette injustice cruelle, face à ce sentiment d'être rayée de la mémoire de son père par une simple signature au bas d'un document rédigé outre-Atlantique. L'actrice savait, au plus profond d'elle-même, que cette démarche ne correspondait en rien à l'homme
Altruiste et attentionnée qu'elle avait connue, elle a réalisé avec horreur que Johnny, malade, vulnérable et isolé, avait potentiellement été influencé, que ses dernières volontés avaient été déformées par un entourage ne partageant pas ses valeurs de lignée et de clan. C'est face à cette intolérable distorsion de la réalité, face à cette tentative de réécrire le récit de sa vie que l'instinct protecteur de la louve en elle a ressurgi. Elle a alors intimement compris que l'ère de la discrétion était achevée et qu'elle devait désormais abandonner sa réserve proverbiale pour mener la plus grande bataille de son existence, celle de la mémoire et de la vérité. C'est au centre de ce tourbillon médiatique, alors que les camps se dessinaient avec une animosité croissante et que les attaques fusaient sur les plateaux télévisés, que Nathalie Bey a posé un geste des plus significatifs et des plus audacieux de sa carrière. Elle, qui s'était toujours refusée avec la plus grande fermeté à commenter l'intimité de son ancien partenaire, a saisi ce jour-là que son silence n'était plus une marque de noblesse, mais qu'il menaçait de se transformer en une approbation tacite du mensonge. En mars 2018, elle a pris la résolution marquante de briser le silence en publiant une lettre ouverte dans le quotidien Le Figaro. Un manifeste d'une force inhabituelle et d'une clarté remarquable qui a résonné comme un coup de foudre dans le ciel assombri de cette affaire scabreuse. Sans le moindre artifice et avec l'élégance stylistique qu'on lui attribue, elle a méthodiquement déconstruit l'engrenage du mensonge qui visait à ternir l'image de père de Johnny afin de légitimer l'illégitime. Elle a proclamé avec une conviction et une assurance que nul n'a osé remettre en question que l'homme dont elle avait partagé l'existence. Celui qui était le père de sa fille était fondamentalement incapable de déshériter volontairement sa propre descendance. Elle a eu le courage de formuler ce que tout le monde chuchotait sans oser l'affirmer dans les cercles du show business. Johnny était un homme, profondément bon, parfois vulnérable face aux besoins d'affection. Et ce sont précisément ces fragilités émotionnelles qui avaient été odieusement instrumentalisées. Elle a dressé le portrait d'un homme esseulé et diminué à la fin de sa vie, cerné par ce qu'elle qualifie explicitement de prédateur, des individus qui, sous prétexte de le protéger et de veiller à ses intérêts, l'avaient systématiquement isolé de son propre passé et de son héritage français. Pour Nathalie, voir sa fille Laura, contrainte de réclamer devant des juridictions étrangères un simple droit de regard moral sur l'œuvre de son père, ou un objet, personnel aussi symbolique qu'une guitare ou une veste en cuir, représentait une aberration éthique intolérable. En s'exprimant, elle n'a pas seulement défendu le patrimoine de Laura, elle a surtout fait écho à la voix de millions d'admirateurs qui ne retrouvaient plus leur idole dans ce document testamentaire froid et technique, élaboré sous le ciel de Californie. Californie, elle a tenu à souligner au monde entier que Johnny était foncièrement français, avec un attachement viscéral à son pays et à ses origines, affirmant que cet acte juridique n'était que l'affligeante conséquence d'une emprise néfaste sur un homme au seuil de la mort. À cet instant précis, Nathalie B. transcendait son statut d'actrice couronnée de 4 Césars. Elle se révélait en une louve protectrice, déterminée à tout risquer pour laver l'honneur de sa famille. Ces déclarations ont agi comme un véritable réconfort pour tous ceux qui ressentaient profondément cette iniquité manifeste. Elle a prouvé qu'une vie de réserve n'empêche pas de pousser un cri puissant lorsque les fondements de son existence sont en péril. En rompant son serment de discrétion, elle a restitué à Johnny sa pleine humanité, celle d'un individu qui, malgré ses possibles égarements, n'aurait jamais souhaité que sa disparition engendre une telle vague de haine. Elle a ainsi établi une frontière infranchissable, nette et définitive, entre l'affection sincère et la cupidité, laissant à l'opinion publique le soin de juger cette tragédie contemporaine. Désormais, à l'approche de ses 78 ans, Nathalie B. regarde ce passé agité avec la quiétude singulière de ceux qui estiment avoir fait leur devoir jusqu'au bout. Son parcours ne se résume pas à la simple chronique d'un conflit juridique pour un patrimoine de plusieurs millions, ni au souvenir d'une romance des années 80. C'est en réalité une démonstration universelle et profondément touchante sur le tribut exorbitant qu'exige la renommée. Son histoire nous confronte à la réalité crue que, sous les projecteurs, éblouissants, les tournées monumentales et les mythes du rock éternel se dissimulent des âmes humaines vulnérables ayant un
Impérieux besoin de protection face à la rapacité ambiante. Johnny Hallyday incarnait le symbole intouchable de toute une nation, une figure nationale que l'on pensait inébranlable. Pourtant, pour Nathalie, il demeurera à jamais cet individu, au regard mélancolique qui aspirait seulement à un semblant de quiétude et de vie ordinaire, au cœur des campagnes paisibles, de la Creuse. En décidant de parler au soir de son existence, elle nous a gratifié du plus magnifique des dénouements possibles, non pas un règlement de compte amer envers ceux qui l'ont fait souffrir, mais bien une authentique restauration de la mémoire. Elle nous a enseigné que la loyauté véritable ne réside pas dans le mutisme lorsque l'iniquité triomphe, mais plutôt dans l'audace de prendre la parole dès que l'honneur des êtres chers est sali, par la calomnie. Tandis que les projecteurs s'éteignent sur cette épopée familiale tourmentée, une interrogation subsiste pour nous, observateurs et témoins de ces destins hors du commun. Avons-nous la volonté d'entendre la vérité profonde des individus, avant qu'ils ne soient immortalisés en mythes gravés dans le marbre glacial de l'histoire? Possédons-nous la capacité de percevoir la souffrance qui se cache derrière le visage public de nos icônes? L'affection de Nathalie Baye pour Johnny a résisté à leur rupture pénible. Os. Longues années de discrétion contrainte et a même transcendé la mort, démontrant au final que les attaches sentimentales et familiales constituent le seul patrimoine dont nul testament ne pourra jamais nous priver. C'est sur cette note que s'achève ce chapitre émouvant. Toutefois, de nombreux autres secrets attendent encore d'être révélés loin de l'éclat des projecteurs. Nous vous remercions d'avoir suivi ce récit chargé d'émotions sur Icône Silence. Si ce témoignage vous a interpellé, et si vous pensez également que la vérité se doit d'être révélée au grand jour, songez à vous abonner et à activer les notifications afin de découvrir avant tout le monde les personnalités qui se dissimulent derrière les apparences de la célébrité. Rendez-vous très prochainement pour de nouvelles confidences.